Franchement, travaillé à l'époque aux éditions Alphée, au sein desquelles elle avait dirigé la publication d'un livre, pour le coup, très important de notre époque sur le calendrier Maya, et qui était le livre d'un chercheur, d'un biologiste, le docteur Kalman, qu'on avait rencontré du coup à Paris la seule fois qu'il est venu en France pour présenter sa compréhension du calendrier Maya, qui n'avait rien à voir avec les délires qu'on en a fait à la même époque. Et on avait eu le projet de faire un livre ensemble sur 2012, la transition, les conditions, les modalités, les enjeux de notre époque. Et puis bon, finalement, presque une dizaine d'années après, elle se retrouve à Bugarach, à Paradj, pour la même chose. Donc je lui ai cédé la parole. Moi, j'ai été assez impressionné par ce travail, rien qu'à considérer pour le coup la photo de couverture qu'elle a pris pour illustrer son livre. Ça, si je me rappelle bien, c'est quand tu en avais fini la rédaction, tu es sorti à l'extérieur. Et voilà ce que tu as eu comme paysage dans le ciel. Bon, petite validation assez sympathique, ma foi, de l'œuvre que tu avais entreprise pour expliquer en quoi la France, effectivement, avait un rôle particulier parmi toutes les nations du monde à notre époque, pour nous permettre de franchir les défis dont ce monde est en train de crever, et pour favoriser l'avènement d'une autre modalité d'être ensemble, ce que résume pour le coup la thématique de l'ère du Verseau. Franchement, à toi, merci. Merci. C'est d'une très très grande logique de se retrouver là, parce qu'effectivement, en 2011, quand tu étais venu me voir au château d'Omelas, là c'est le château d'Omelas, et c'est pas un trucage, c'est vraiment la carte de la France. Quand il est venu, il m'a interviewé justement sur les cycles, et il voulait que je lui explique 2012. Dans les cycles astrologiques, et c'était tellement compliqué, je me suis mise à écrire un livre. Parce que j'ai pas pu lui répondre. Enfin, c'est un livre qui devait être fait. Donc, je me suis mise à travailler sur les grands cycles collectifs et individuels. C'est quelque part, c'est vraiment venu avec toi et par toi d'une certaine manière. Et puis, je me suis mise à écrire ce livre au moment des élections de 2012. Et c'était un livre que je voulais écrire uniquement d'astrologie et sur les cycles. Et c'est quelque chose que j'ai jamais dit, mais que je crois que je peux dire ici. J'ai été réveillée, et j'entends pas des voix d'habitude, mais j'ai été réveillée par une voix qui me dit « Je suis l'âme de la France et je veux te parler ». Et donc, ça m'a un peu étonnée, mais j'ai été 2 fois, elle m'a dit ça, et je me suis mise devant mon ordinateur, et elle m'a dit qu'il fallait que je fasse pas un livre d'astrologie, mais que je fasse un livre d'histoire, et que je montre la cyclicité historique à partir de l'histoire à partir de l'histoire de France. Donc, tu vois, donc je m'y suis mise, et je me suis dit, après tout, c'est une très très bonne idée. Je suis pas historienne, je suis astrologue, mais j'ai rencontré plein d'historiens à travers leurs livres, et j'ai écrit ce livre. Donc je montre la cyclicité historique à travers de ce livre. Et Fernand Braudel avait parlé de la cyclicité historique. Il avait expliqué qu'il y avait une cyclicité historique, mais il n'avait pas l'outil. Et je pense que l'outil de la cyclicité historique, c'est l'astrologie. Et alors, il y a encore une logique, enfin magnifique, là aujourd'hui, je dirais que d'entendre Juliana parler d'astrophysique, moi comme astrologue qui parle après, je veux dire, là on est en train de boucler quelque chose et de réunir quelque chose, en fait. C'est qui était séparé jusqu'alors. C'est la première fois qu'il m'arrive de parler comme astrologue après une astrophysicienne. Alors c'est dommage qu'elle soit pas là, mais on échangera à distance peut-être. Donc voilà, l'histoire du livre. Je suis partie de l'hypothèse Michelet, c'était le grand historien du 19e qui a vraiment fait un très gros travail. J'ai beaucoup travaillé avec lui, et il a dit la France est le pilote du vaisseau de l'humanité. Alors vous voyez, c'est un vaste programme, Et effectivement, comme hypothèse aussi, je me suis rendu compte, j'ai travaillé avec Arthur Kessler, aussi sur tout ce qu'il a écrit sur l'histoire des sciences, et je me suis rendu compte que quelques êtres déterminés peuvent vraiment changer le monde, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait des groupes d'êtres éclairés, évolués, pour que le monde puisse changer. Et
justement, je vais essayer de vous redire, de vous expliquer ce que c'est que l'astrologie, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien ce que c'est. Parce que l'astrologie est une branche de l'astronomie. En fait, elles se sont séparées. Et c'est une branche de l'astronomie, comme si vous voulez, à partir du 15e, 16e siècle, à partir justement de Kepler, Galilée dont parlait Juliana hier, et je vois qu'elle pense à peu près comme je pense de Galilée, c'est-à-dire on parle beaucoup de lui, mais il s'est beaucoup mis en avant, il a beaucoup frayé avec l'Église catholique, alors qu'en fait, il disait qu'elle l'avait condamné, mais donc en fait, tous ces chercheurs donc de Copernic, Kepler, Galilée, finalement, ils ont amené avec Newton ensuite à la séparation des sciences des sciences de leur partie conscience. C'est-à-dire que la mathématique s'est séparée de la symbolique, ce qui était unifié depuis Pythagore. La physique s'est séparée de la métaphysique, la chimie de l'alchimie, et l'astronomie s'est séparée de l'astrologie. Parce que Kepler, quand même, était encore un astrologue, et il n'avait pas honte de dire qu'il était astrologue. Donc l'ancien paradigme, en fait, c'était la séparation entre la science et la conscience. Et vous avez vu ce que nous a dit Juliana hier sur la science, hein, ça fait partie d'un des 3 pouvoirs. Parce qu'effectivement, si on la sépare de la conscience et de notre propre conscience, on laisse le pouvoir de la science à d'autres. J'ai rajouté économie, écologie. Vous comprenez le problème actuel quand Nicolas Hulot a démissionné, qui nous a dit il y a une faille entre l'économie et l'écologie, j'ai pas pu la combler. Ben, je comprends bien que Nicolas Hulot, à lui tout seul, il va pas pouvoir combler une faille qui est la faille du paradigme des sciences depuis le 15e, 16e siècle. Donc il va falloir qu'on s'y mette un peu tous, en fait. Les composantes de l'astrologie, elles sont triples. En fait, c'est un peu comme les composantes pour la physique quantique. On a l'esprit, l'âme et la forme, ou le sens, l'énergie, la forme selon comme on l'explique, ou l'intention, la conscience et la forme. Donc, si vous voulez, l'astrologie que je travaille, et qui dit d'ailleurs que nous sommes un système solaire à l'image du système solaire. Et vous voyez ce que vient de nous présenter Juliana en disant que finalement, les planètes intérieures entre nous et le Soleil sont à l'intérieur de la Terre, vraisemblablement, mais elles sont aussi certainement à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes un système solaire à l'image du système solaire. Et l'astrologie a donc ces 3 composantes, c'est la symbolique, d'une part, avec tous les archétypes, et qui donne en quelque sorte origine à la psychologie, puis la partie conscience ou âme qui est les humains qui portent, en fait. Parce qu'on croit que la carte du ciel d'un être éclaire la vie d'un être, mais moi je pense l'inverse, c'est la vie de l'être qui éclaire sa carte. Et à partir du moment où par sa vie il éclaire la carte, quelqu'un comme moi ou d'autres qui connaissent un peu l'astrologie peuvent mieux comprendre la carte. Donc ce sont nous les humains avec notre conscience qui rayonnons et amenons de l'énergie. Et la partie science, si vous voulez, de l'astrologie, c'est les cycles. Donc ça, les fameux cycles sur lesquels tu m'avais interpellé en 2012. Alors, donc c'est à la fois, si vous voulez, j'aime bien la représentation en un triangle, c'est-à-dire que d'une part, vous avez les cycles individuels et collectifs, ça c'est la partie science de l'astrologie, puis vous avez les principes, les symboles et les archétypes, c'est la partie esprit de l'astrologie, et la partie conscience individuelle et collective, ben, c'est nous qui l'incarnons en quelque sorte. Vous voyez, c'est la partie humaine proprement dite. Donc voilà ce que c'est que l'astrologie. Et ça représente, à l'image, si vous voulez, de la composante d'un être humain, un être humain, il se réduit pas à sa personnalité et à son mental, mais il a aussi une âme, il est une conscience, et il a un esprit qu'il capte par intuition. Donc, vous voyez que l'astrologie travaille et en fait, comment dirais-je, en se séparant de sa partie science, elle a gardé l'esprit et la conscience. Elle est restée tout le temps sur cette non pas dans une polarité binaire, mais avec une vision triple à la fois du symbole, donc qui vient de très haut, de l'esprit, et de l'aspect conscience des êtres humains.
Alors, quelle période vivons-nous je suis partie comme hypothèse qu'on est en train de changer d'air, hein, comme vous le savez, tout le monde le sait, on le sait intuitivement. Et avec quelqu'un qui est aussi dans cette salle et de façon extraordinaire aujourd'hui, qui est Marc Leux-Guizy, justement, que j'ai eu la chance de rencontrer à Paris pour le publier à un moment dans les années, et qui a écrit un livre qui s'appelle L'émergence d'un nouveau monde. Surgissement ou émergent? Surgissement d'un nouveau monde. Et donc, justement, lui, il a très, très bien exprimé ça dans cet ouvrage. Tu l'as amené ici, non? Non. Bon. En tout cas, voilà. Voilà, c'est ce livre-là, Surgissement d'un nouveau monde. Et donc, en fait, tu l'exprimes très bien dans ce livre, on montre que les anciennes valeurs persistent, mais elles ne sont pas opérantes, que les nouvelles sont en train d'émerger, que 20 à 25% d'êtres sur Terre les portent. Ce que tu appelles, toi, tu as amené cette expression, les créatifs culturels, et 66% sont des femmes. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et je vois que dans cette assemblée, quand même, la proportion est un peu au-dessus. Il y a un peu plus d'hommes que 34. Oui, quand même, hein, voilà. Donc là, ça commence à émerger vraiment. Et donc, les projets de chaque ère. Si vous voulez, chaque ère est positionnée, on peut la positionner astronomiquement, mais au niveau symbolique, elle se lance sur un événement source. L'ère des poissons s'est lancée comme événement source le christianisme. Et c'est pour ceux qui connaissent Alice Bailey, la théosophie, en fait, donc une astrologie de l'âme. C'est le rayon qui était efficient à l'ère des poissons, c'était le rayon 6, le rayon de l'idéalisme. Donc on s'est beaucoup battu pour des idéaux et des idéologies. Ça a été vraiment des guerres à l'image des croisades, des guerres de religion et des guerres d'idéologie, mais c'était ce rayon est actif, est extrêmement offensif, si vous voulez. À l'ère du Verseau, le but de l'ère du Verseau, c'est de former une humanité unie, tandis que le but de l'ère des Poissons, c'était que chaque être humain puisse acquérir une conscience individuelle. À l'ère du Bélier, c'était une conscience de groupe. Et à l'ère du Poisson, le but, c'est que chaque individu humain construise son mental et une conscience individuelle. Le problème c'est intéressant, mais le problème du mental, c'est que il divise. C'est dès lors qu'on mentalise, il y a toi et moi et on est séparés. Donc le mental est séparatif et c'était obligé que dans l'ère des Poissons, on arrive à une séparation et à des querelles et des luttes parce que c'est le problème même du mental. Tandis que dans l'ère du Verseau, c'est retrouver une humanité unie et c'est d'arriver à... hier, Juliana nous le disait très bien que nous sommes tous différents, nous sommes tous singuliers et c'est que chaque singularité s'unisse dans une humanité. Si vous voulez, on est un seul organisme, c'est l'humanité en quelque sorte et nous sommes que des éléments de cet organisme qui est l'humanité et à l'ère du Verseau, c'est ce que nous allons trouver. Et le rayon de l'ère du Verseau, c'est le rayon 7 qui dit qu'on incarne l'esprit. C'est-à-dire que dans le Verseau, on se bat pas pour des idées, mais on incarne des idées. Et c'est aussi tout à fait, ça rejoint ce que Juliana nous disait hier, qu'il fallait que ça rentre jusque dans la cellule. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de penser et de voir et de dire on est tous égaux, ou on est tous frères, mais il faut le vivre jusqu'à l'intérieur de soi. Ça, c'est le but. Alors, on y sera à la fin de l'ère du Verseau. Il ne faut pas croire qu'on va y arriver de suite, mais quelques-uns sont déjà dans cet état d'esprit. Alors, j'ai montré dans mon livre sur la destinée de la France que l'événement source de l'ère du Verseau est vraisemblablement les droits de l'homme, et que donc c'est la France qui a amené cet événement source. Et là, je vais vous l'expliquer. Michelet, d'ailleurs, disait que les droits de l'homme, c'était le credo du nouvel âge. Et vous voyez, il intuitait déjà le Verseau quand il disait ça. Donc, événement source, l'ère des Poissons, le christianisme, et événement source Verseau, les droits humains. On va dire les droits humains, parce que les droits de l'homme, ça exclut un petit peu les femmes, apparemment. Donc,
si je reviens au cycle, il y a un premier grand cycle dont parlait Platon qui s'appelle la Grande Année de 26 000 ans. Et ça, alors, c'est intéressant aussi par rapport à ce que disait Juliana. Je parle beaucoup d'elle, mais franchement, c'est très relié avec ce qu'elle dit. C'est que le pôle nord c'est l'est de la Terre, fait un cycle de tout le tour du zodiaque en 26 000 ans. Alors, s'il est vrai que la Lune est à son pôle nord, vous voyez, il y a quelque chose là. En tout cas, voilà, il y a une grande année de 26 000 ans et dans la mythologie, en ce moment, donc on serait en train, si vous voulez, dans cette grande année-là, le point vernal, c'est le point d'équinoxe au moment de l'équinoxe de printemps, serait en train de rentrer dans le signe Aquarius du Verseau. Alors, on n'a pas la date précise, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais nul n'a la date exacte. Et de tout temps, le retour au Verseau, à l'ère du Verseau, de tout temps, ça a été positionné comme l'âge d'or. Donc c'est l'âge où le loup ira à la rivière avec l'agneau et où il n'y aura pas de guerre et ça sera la fraternité. Ça, c'est l'âge d'or dans toutes les mythologies. C'est le retour tous les 26 000 ans à l'ère du Verseau. Donc on est en train de vivre ce retour. Alors vous avez donc là le cycle de précession des équinoxes dont je vous ai parlé. Ensuite, ça c'est peut-être là l'apport majeur peut-être que je fais à l'astrologie. C'est dans ce livre sur la destinée de la France où je montre des cycles des grandes planètes. Et le cycle de Pluton et Neptune fait par une sorte d'état de grâce fait 500 ans. Alors, vous voyez, une ère 2160, un peu plus de 2000 ans, et le cycle Pluton-Neptune fait 500 ans. Et depuis moins 83 avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant, nous avons 5 cycles de Pluton-Neptune. Et ces cycles sont assez particuliers, ils sont pas réguliers, ça c'est l'apogée. Et là, il y a des petits moments assez particuliers. Et donc là, je l'ai montré au moins pour l'histoire de France, mais si on faisait une histoire mondiale, toute cette partie-là, c'est l'Empire romain. Voyez. Donc chaque fois qu'on change de cycle, on change de paradigme. Alors on est en train de rentrer dans l'ère du Verseau, mais aussi on change de paradigme de ces cycles-là. Si ce que vous avez vu dans le cycle vert de Pluton-Neptune, vous l'avez là en vert toujours, et à l'intérieur il y a d'autres cycles, Pluton-Uranus et Uranus-Neptune. Qui connaît l'astrologie ici? Oui, 2. Oui. Bon, je vais pas trop insister sur la partie astrologique proprement dite parce que sinon ça fait jargon pour certains. Mais en tout cas, là, vous avez un positionnement très intéressant parce que chaque fois dans ce cycle-là, il y a un moment qui dure 100 à 150 ans où le nouveau paradigme stagne, est en train de se préparer, mais on ne le voit pas. On ne sait pas qu'est-ce que c'est qui va émerger. Et puis au sommet émerge vraiment l'idée majeure de ce cycle et ensuite ça repart pour en créer un autre. Alors au démarrage, nous avons les Mérovingiens. Dans tout cela a beaucoup stagné, puis tout d'un coup autour de 500 ou 499 ou 500, c'est le baptême de Clovis. Peu importe, 4 ans près, on est dans les grands cycles. Et si vous voulez, le démarrage donc en France, je veux dire que là, nous avons là toute l'émergence de l'Europe occidentale. Et en France, voilà ce qui s'est, après la chute de l'Empire romain, et voilà en France ce qui s'est passé. Et dans cette première partie stagnante, c'est l'émergence des Mérovingiens. Et puis cette partie-là, c'est les Carolingiens avec Charlemagne et l'Empire européen, etc. Et donc, on revient sur une idée d'empire. Après l'Empire romain, on revient sur l'idée d'empire. Et ce qui est intéressant dans l'année 500 avec les Mérovingiens, c'est de savoir, c'est là que Paris a été positionné comme capitale de la France. C'est-à-dire qu'il y a eu une rencontre absolument extraordinaire, j'allais dire une rencontre au sommet, une triplicité. Vous savez que Clovis s'est converti au christianisme à cause ou grâce à sa femme Clotilde, qui était chrétienne. Et ils sont allés sur Paris, ils ont rencontré Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève qui avait d'ailleurs aidé les Parisiennes surtout, elles ont dit entre femmes, elles se sont mises à prier pour éviter que les Huns s'emparent de Paris et les Huns se sont pas emparés de Paris. Donc il y a une rencontre au sommet en quelque sorte à Paris et c'est là que Clovis a décidé de positionner Paris comme capitale pour
Alors, c'était pas la France qu'on connaît maintenant, mais pour les Mérovingiens en tout cas. Voilà. Alors, vous avez toute la symbolique de Sainte-Geneviève, là, vous voyez, avec le fameux bateau et la devise de Paris, Fluctuat nec mergitur. On est soumis à des tempêtes, mais on ne coule pas. Et après, on passe au cercle d'après, à la courbe d'après qui nous concerne beaucoup mieux, plus, et ici, je voulais en parler particulièrement. C'est-à-dire que là, dans ce cycle de 906 à 1399, donc presque à 1400, nous avons dans cette courbe-là, en France, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, c'est toute l'âge d'or occitan. C'est toute l'effervescence des troubadours et du parache. Hein, c'est ici qu'a incubé le parache, si on peut dire. Hein. Et avec en haut 1151-54, on voit pas. C'est l'apogée de la courbe, c'est-à-dire c'est l'opposition de Pluton à Neptune hein, pour les astrologues. On est à l'opposition. C'est l'avènement d'Henri II Plantagenet qui vient de nulle part. Apparemment qu'on n'a pas vu venir, et l'ancienne épouse du roi de France se met à l'épouser, et qui est Aliénor d'Aquitaine, l'épouse et lui donne tout un pouvoir. Et donc là, c'est fait, si vous voulez, on a toute l'opposition en haut dans ce cycle de l'Angleterre qui a servi à l'émergence de ce qu'est la France maintenant. C'est cette opposition des Anglais, vous allez le voir sur une carte tout à l'heure, et dans cette partie-là, ici, comme dans cette partie-là où il y a un apogée, puis ensuite tout cet endroit reçoit les énergies et l'incarne le mieux possible et l'exprime pour le cycle, eh ben c'est les cathares. Et ensuite on a la guerre à la fin là, c'est toute la guerre de 100 ans. Donc vous voyez, ça c'est un cycle particulièrement intéressant. Si vous voyez le suivant, alors on ne voit pas encore le suivant, mais vous voyez le royaume de France à 1154. C'était cette petite goutte verte. Voilà, on dirait la Corse, ou je sais pas, mais elle est toute petite. Et donc ça, c'était la France du roi de France. Tout cela, c'était sous domination anglaise. Vous voyez. Et là, nous avons le fameux comté de Toulouse qui est devenu l'Occitanie. Et d'ailleurs, remarquons que la zone actuelle, l'Occitanie a retrouvé son territoire en quelque sorte, sauf puisque actuellement on est complètement collé, on retrouve le comté de Toulouse. Donc vous comprenez à ce moment-là qu'il y a la pression, surtout depuis qu'Aliénor d'Aquitaine s'est mariée avec Henri II Plantagenet, ben les rois de France, ils se disent c'est dangereux quoi. Donc ils ont contourné les Anglais en venant prendre le comté de Toulouse et ils ont utilisé les fameux hérétiques cathares pour faire une guerre tout simplement une guerre de conquête. On le voit de suite sur la carte. Pour eux, c'était quasiment vital. Donc ça, c'était 1154, vous voyez, 1151-54, vous voyez, la France était comme ça, complètement entourée par ou le comté de Toulouse, qui était quand même encore assez puissant, ou les Anglais. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cycle d'après ? Il faut quand même avancer parce que je suis pas encore arrivée à ce que la France a amené pour l'ère du Verseau. Donc vous voyez dans le cycle d'après de 1399 à 1892, il y a toute cette période de stagnation là dans lequel le nouveau paradigme est en train d'émerger, c'est la Renaissance. Effectivement, les gens qui vivaient la Renaissance, ils se sont pas dit nous vivons la Renaissance. Surtout que c'était très pénible et qu'il n'y a jamais eu autant de guerres qu'à cette époque-là. L'Italie était à feu et à sang parce que tout le monde voulait aller en Italie. Qu'est-ce qu'on allait chercher ? On allait chercher l'art, on allait chercher la beauté, on allait chercher certains secrets. La France est allée chercher Léonard de Vinci. Et en fait, c'était pourtant est en train de naître là tout un foisonnement et qui a donné en apogée Newton, parce que c'est l'année de naissance de Newton. Newton comme modèle de la science, de paradigme, c'est-à-dire la science. Et Newton, c'est lui qui a amené la gravitation. Hein. Or, vous avez entendu hier que la gravitation, c'est une illusion. Donc, on est dans ce monde-là, dans ce paradigme. Vous voyez, donc
ce cycle-là de la Renaissance nous a amené cette vision que c'est Galilée surtout qui l'a posée, c'est une vision mécaniste du monde, et Newton il a récupéré tout ce qu'a fait Galilée, de Kepler, etc. Et il nous a donné la gravitation universelle. Donc, et vous voyez qu'ici, dans la phase descendante qui est analogique à la phase des cathares du cycle d'avant, nous avons la révolution. Donc les cathares, c'était une expression révolutionnaire d'une culture qui avait fleuri dans le sud de la France à ce moment-là. On avance, juste pour, puisqu'on est en... Je parlais, il y a une des figures, Jeanne d'Arc, elle est à la fin de la guerre de 100 ans, elle est au début du cycle quasiment, puisqu'elle est née en 1412. Et voilà une image féminine pour la France. C'est une image, un symbole très féminin. Mais si on avance un peu plus dans la Renaissance, quel est le paradigme qu'on a eu à ce moment-là, ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire c'est le nouveau paradigme de la science. La science est séparée de la conscience. On est dans une vision, il y a eu des guerres de religion, on est dans une évolution culturelle, et le plus fin de la culture était quand même venu du Sud, puisque là encore, c'était la cour de Nérac et la cour de Marguerite d'Angoulême qui, au niveau français, a mené le plus de véritable vision et sur l'art et le monde. Et justement, Léonard de Vinci, quand il est arrivé en France dans les bagages de François Ier, il est venu avec 3 tableaux et sur un âne à travers les Alpes, et il a amené celui-ci, outre la Joconde et Saint Jean-Baptiste, il a amené celui-ci que je considère représente ésotériquement la France. Parce que nous avons vous voyez comme c'est assez magnifique on dirait Bugarak derrière, vous ne trouvez pas, non? Peut-être. Parce que vous savez que tout le monde on pense qu'il n'a pas fini, qu'il n'a pas fini derrière, qu'il a fait un avant-plan et que c'est pas fini, mais il y a une montagne. Et donc là, nous avons Anne, Marie et l'enfant, et donc nous avons là une triplicité, et nous avons Marie-Anne qu'on va retrouver dans la symbolique de la France. Donc je pense que ce tableau Louvre, personne ne va le voir, alors que tout le monde se précipite sur la Joconde, mais il est extraordinaire. Donc, on est dans ce cycle-là dont je suis en train de vous parler, et on va quand même arriver à la Révolution, puisque c'est là, et je pense que tu en parleras tout à l'heure, du fameux livre de Sri Aurobindo, qui est un recueil de textes qui s'appelle Sri Aurobindo et l'avenir de la Révolution française. Alors, il faut savoir que, je vous le cite là, mais quand j'ai fait mon livre, je connaissais pas ces textes d'Aurobindo et je m'étais pas approchée d'Aurobindo. Je suis allée présenter ce livre, La destinée de la France, à Auroville. Et ils m'ont donné le livre sur lequel tu travailles aussi d'Aurobindo, qui est Sri Aurobindo et l'avenir de la Révolution française. Et en fait, j'ai trouvé tout ce que j'avais trouvé, en fait. Donc, je pense que Aurobindo m'a beaucoup inspiré tout le temps de mon travail. Et ça m'aurait bien aidé d'avoir son livre, parce que j'aurais été plus vite dans le travail, mais j'ai mariné longtemps sur la Révolution et pour trouver ce qu'il en avait déjà dit. Alors vous voyez, c'est très intéressant cette vision de la Révolution française. Il faut vraiment le rapprocher de quelque chose comme des cathares d'une certaine manière, mais les cathares, ils étaient déjà dans l'esprit du Verseau, ils incarnaient ce qu'ils étaient et ils faisaient pas d'idéologie, ils vivaient selon leurs valeurs. Et la Révolution française, pour bouger ce pouvoir totalitaire qui était sur la France et sur tous les empires européens d'ailleurs, il a fallu, vous voyez, Aurobindo le dit très bien, la France n'a pas fait la révolution par, par une expression décente, mais c'est une assemblée de citoyens respectables et l'immense prolétariat ignorant qui, émergeant à peine d'une apathie prolongée, liquida en 5 années terribles l'oppression accumulée de 13 siècles. Donc c'est toute l'oppression de la féodalité, en fait, du servage de la féodalité qui s'est soulevée à ce moment-là. Et je trouve qu'il a une vision extraordinaire, par le feu et le sang. Alors, on a une très mauvaise vision de la Révolution. On ne se rend pas compte que c'était totalement extraordinaire. C'est 1200 personnes éclairées qui, ensemble, ont posé
les droits humains, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça s'est fait entre mai et septembre. Hein. En 3-4 mois, ils ont bossé et ils ont, comme inspiré, ils ont vraiment trouvé des nouvelles lois et des nouvelles portées par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, Robindo dit que Mirabeau fut l'initiateur. Effectivement, au début, c'était Mirabeau qui parlait beaucoup et qu'on venait écouter. Puis Danton et Robespierre. Alors, j'aime bien quand Robindo dit qu'il en était l'exécuteur, parce que la seule chose qu'on a retenue de Robespierre, c'était une certaine, on l'appelle l'incorruptible ou le violent, mais en fait, c'était également, il a vraiment tenu bon par rapport à la valeur de la Révolution. Et ensuite, Napoléon, alors toi qui aimes bien Napoléon, Napoléon en a été le réalisateur selon Robindo et selon Hobsbawm, qui est un historien britannique très intéressant, un énorme historien qui a travaillé sur tous ces siècles-là, il dit que Napoléon a semé les idées de la Révolution en Europe. Et en fait, c'est bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire que au début, Napoléon a semé toutes ces idées-là, et il a fallu arriver jusqu'à la guerre de 14 pour que tous les empires européens s'effondrent. Ça s'est fait lentement, mais ça a été semé quand même. Les idées de la Révolution ont été semées par Napoléon. Donc voilà. Et la Révolution française est donc avec les droits humains. C'est surtout la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est fondatrice. Hein. Et en fait, là encore, je cite Robindo, parce que Robindo considère qu'il les appelle les trois idées sœurs. Je trouve que c'est très positif de le voir comme ça, liberté, égalité, fraternité, trois idées sœurs. Et on est dans une école de la République. Et donc, en principe, c'est écrit quelque part là, sur le fronton. Et il nous dit qu'on n'a pas bien compris ces idées sœurs, parce que ça a un caractère de religion. C'est-à-dire, ça a un caractère spirituel. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas de l'ordre de la raison, elles ne sont pas de l'ordre de l'intellect, elles sont de l'ordre justement de l'amour, et elles sont de l'ordre en fait d'une nouvelle religion de l'humanité. Et cette idée donc de Marianne, vous voyez, ça s'est imposé, ça la fameuse image de Marianne, figure de la République, et vous voyez bien qu'on retrouve Marie et Anne, la mère et la grand-mère de Jésus. Alors on revient à ce cycle. Vous avez vu que la Révolution a comme engrangé à ce moment-là, c'est dans des moments là de rencontre de cycles importants et en particulier d'opposition du cycle Uranus-Pluton. Parce que l'ère du Verseau, c'est les planètes dominantes, c'est Uranus et Pluton. Et à l'opposition de ce cycle Uranus-Pluton, c'est là qu'est née la République française. La première République, elle date de 93. Donc, on était dans ce cycle. Et ensuite, il va falloir qu'on passe maintenant. On va faire un petit peu de prospective. Où est-ce qu'on est dans le cycle suivant? Il a commencé là, j'ai 1892, là, voilà. Et il nous mène jusqu'en 2385. L'apogée sera en 2140. Et la période d'incubation, elle commence là, ces fameux 100 ans, 1939-2039. Donc nous sommes dans une période analogique à la Renaissance, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore comment on l'appellera. Moi, je fais une petite proposition. Ça pourrait être reconnaissance, c'est-à-dire nous reconnaître comme des êtres d'esprit et divins d'une certaine manière, qui sont venus là pour être plus fraternels. Mais pour le moment, on ne sait pas, on est dans l'incubation. C'est plus tard qu'on lui donnera un nom. Et la récupération de ça se fera pour que vous soyez pas trop pressés. On le verra peut-être pas dans cette incarnation, mais c'est autour de 2140 que le paradigme de ce cycle vraiment sortira complètement. Sans doute pas par un homme ou une femme seul, mais peut-être par un groupe. Donc on est dans cette période-là, et qu'est-ce qui s'est passé en 2039, depuis 1939 ? Il y a eu la guerre, et pour ce qui est de la France, il s'est passé quand même quelque chose d'étonnant, parce que Juliana aussi le rappelait hier, cette guerre a été incroyable. Les soviétiques ont perdu 20 millions de personnes, soldats et population civile, et au total il y a eu plus de 50 millions de morts. La France a eu peu de morts, parce que la France a été occupée et elle a collaboré, ça c'est la France duel, elle a collaboré, et heureusement qu'il y a eu... Pourquoi on met autant d'importance à la résistance ?
Parce que, si vous voulez, la résistance, c'est 200 000 hommes et femmes et au total 500 000 personnes qui les ont aidés. Donc c'est peu de monde par rapport à la totalité de la France. Mais ces êtres-là ont posé, si vous voulez, au niveau de la conscience, on dit non, on ne collabore pas, on ne se soumet pas. Et l'emblème de la France libre était cette double croix qui est absolument intéressante, qui quelque part, c'est pas la croix occitane ou la croix cathare, mais les deux, c'est intéressant parce que ça a été vraiment un coup de génie, j'allais dire, de Gaulle, de retenir cet emblème qu'on lui a proposé, parce que une croix, c'est la croix qui correspond, on a la verticale, la première horizontale, c'est celle qui correspond au plexus solaire, donc qui correspond à la personnalité, et le deuxième niveau correspond au cœur. Donc, en posant ça, avec l'esprit de résistance, De Gaulle a posé une idée de France libre qui était une France d'amour, en fait. Hein. On arrive là encore au niveau de la fraternité et de l'amour, c'est-à-dire il le pose au niveau du cœur. D'où l'importance, c'est pas uniquement mythologique. Hein, vraiment, les êtres qui ont fait de la résistance, ils ont sauvé l'âme de la France. Ils ont sauvé l'honneur, en fait. Donc, je vous conseille de regarder le programme du Conseil national de la résistance, qui est un programme extraordinaire et qu'on est en train de démanteler petit par petit depuis 2012 particulièrement, mais depuis le traité de Maastricht, en fait, on démantèle complètement les acquis du Conseil national de la résistance. Donc, allez le voir, ça s'appelle Les Jours heureux. C'est assez intéressant parce que là, on est vraiment dans le Verseau, en fait. On est dans les valeurs du Verseau. Et nous avons eu quelqu'un qui était emblématique de cet esprit de la résistance, qui était Stéphane Hessel, qui, pour une raison inconnue, s'est mis à vendre des millions d'exemplaires de son livre « Indignez-vous ». Qu'est-ce qu'il y a dans son livre ? Il n'y a que les valeurs du Conseil national de la résistance. Il les reprend, il les exprime et il exprime la fraternité. Or, il a été quand même très peu en France, mais il a été un inspirateur des mouvements des places et de Occupy Wall Street aussi. Donc, ça a été et puis c'était lui un des derniers résistants. Donc, qu'est-ce que ça a amené les droits de l'homme ? Eh bien, ils sont rentrés à l'ONU en 48. Ça s'est fait à Paris. 10 décembre 48, là aussi on a une carte du ciel pour ça. Et l'ONU a repris dans sa Déclaration universelle des droits humains les valeurs que la France avait déjà apportées dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui propose un idéal commun à atteindre et qui disent que cet idéal, on l'atteint par l'éducation et le développement et le respect des droits et des libertés. Alors, vous voyez que c'est des belles paroles, mais que c'est quand même extrêmement important que c'est été posé parce qu'elles déclarent que les êtres sont libres et égaux et je trouve que c'est important à noter qu'ils sont doués de raison et de conscience. Donc, l'idée, c'est que la raison suffit pas et là, pour la première, parce que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen française, il n'y a pas l'idée de conscience, il n'y a pas le terme de conscience, tandis que là apparaît le terme de conscience et l'idée d'esprit de fraternité qui est posée par la DUDH. Donc là, vous voyez où on est. Cette guerre a enclenché quelque chose où on repose les droits humains et puis là, ils ont l'air de régresser. On va essayer de comprendre au niveau cyclique, toujours pour répondre à ta question de 2012, même si c'est passé. Hein. Tu vois, quel chemin, hein? Ah ouais. Parce que, bon, aujourd'hui, j'ai commencé sur les mérovingiens, mais sur le livre, j'ai commencé à la préhistoire. Hein. Oui, quand même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début du siècle ? On a eu la découverte de la radioactivité, puis ensuite la découverte de la physique quantique, puis ensuite depuis la fin du XXe siècle, on sait que maintenant l'univers est un et qu'on a passé de l'héliocentrisme au galactocentrisme, et puis on ne sait pas s'il y a plusieurs ou qu'une seule galaxie, parce que peut-être, comme nous le disait Juliana, c'est des effets miroirs, hein, ces multiples galaxies. Mais en tout cas, on en est là. On a découvert le trou noir galactique en 96 seulement, qui est au centre de la galaxie. Et on est dans une évolution également de la pensée religieuse et on est dans la période analogique aux guerres de religion de la Renaissance avec là une évolution de la pensée religieuse qui pourrait aller vraiment vers cette nouvelle religion de l'humanité.
Parce qu'en fait, les droits humains, c'est une sorte de nouvelle religion, comme le disait Aurobindo. Alors ça, c'est le nouveau paradigme qui est en train d'essayer Donc on est dans une crise de changement d'air, dans une crise de début de cycle, et on est aussi dans une autre crise que vous allez comprendre là, c'est-à-dire que, parce que moi je vous parlais que de ce grand cycle-là, mais si on se met à parler du cycle Pluton-Uranus en 66, il y a eu un nouveau cycle Pluton-Uranus qui nous a amené en France ce qu'on a appelé mai 68 et dans le monde Peace and Love à la place de la guerre. Hein, c'était ce nouvel esprit, les fameux 60s, avec le premier quartier, le premier carré entre Pluton et Uranus qui ont lieu, il y en a 7 entre 2012 et 2015. Donc, en tout cas, dans l'astrologie cyclique telle que je la travaille, 2012 vient là par ce cycle-là. Et ensuite, il y a un nouveau cycle qui est apparu en 93, que j'appelle le cycle de l'Europe, puisque c'est le 93, c'est l'année du traité de Maastricht et l'année de démarrage de l'Union européenne en tant que... C'est intéressant comme terme, Union et européenne. Tu en parleras après-demain, c'est ça? Et Marc Leux-Guizy, donc vous en parlera dans 3 jours, ouais, jeudi. Voilà, donc ça c'est le cycle de l'Europe. Alors il faut être optimiste hein, parce que le cycle de l'Europe c'est un cycle de 164 ans. Donc vous voyez qu'on ne peut pas faire l'Europe on est peut-être un peu pressé à vouloir qu'elle aille plus vite, mais elle sera vraiment en 164 ans, et c'est pas avant la fin de ce siècle qu'il y aura l'opposition, la pleine lune, ce qu'on appelle la pleine lune du cycle, elle sera vers le début du 22e siècle. Donc l'Europe, il faut la laisser se créer, et je crois que vous allez en parler tous les deux, non? Ouais. En tout cas, il y aura peut-être des croisements cycliques à faire à un moment ou à un autre. Eh ben, si tu veux, parce que ça monte et ça descend, c'est-à-dire qu'il y a les cycles, ils montent, ils ont une apogée et une décroissance. Dans la première partie, on agit, on monte quelque chose. En haut, on tire les enseignements, on regarde de quoi il s'agit, et ensuite, on essaye de les appliquer et d'en tirer des enseignements. Tu vois, donc l'Europe est démarrée là, et le premier quartier de l'Europe sera en 2000. Le premier carré va arriver en 2000. Je l'ai pas en tête là, mais je pourrais vous les donner plus. Aujourd'hui, je voulais pas rentrer trop dans le détail, mais il faudrait faire un zoom sur les différentes dates. Je pourrais vous les donner d'ailleurs. Hein? Donc là, on en est là, donc 65, 66, c'était un cycle de 138 ans quand même, hein, qu'on a commencé en 65, 66. Alors vous voyez, quand certains nous disent que mai 68, c'était une catastrophe et une illusion, on se demande où est l'illusion? De quel côté elle est en fait? Parce que vous voyez, les cycles, ils fonctionnent comme ça, en quart. Hein, c'est-à-dire, comme le disait Juliana tout à l'heure, le problème de la Lune, c'est que c'est surtout 3 objets, c'est le Soleil, la Terre et la Lune. Et donc, il y a la Terre, on est au centre, et il y a une cyclicité. Et la cyclicité historique, elle fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un cycle qui commence, puis un premier quartier où il y a une crise, ça c'était 2012-2015, puis l'opposition 46-48, et d'ailleurs, 46, on le donne comme horizon par rapport au changement climatique, donc c'est ce cycle-là qui sera en pleine Lune. Donc, on en est là, et l'apogée de quand même sera en 2140, donc ce que je vous disais tout à l'heure, les nouveaux Newton, ça sera sans doute des groupes. Moi, je pense que c'est des collectifs humains, ça sera pas un seul humain qui va tout d'un coup voir tomber une pomme et qui va nous expliquer pourquoi elle tombe. D'ailleurs, c'était quand même assez extravagant, cette histoire de pomme. Ça montre bien que c'est, comme le dit Juliana, c'est l'illusion en quelque sorte, la gravitation est une illusion. Donc 2140, alors qu'est-ce qui s'est passé depuis autour de 2012? L'onde de choc a commencé en 2011. 11 mars 2011, c'est ce que Carl Johann Kallmann donnait comme date de début de fin du calendrier Maya. Il donnait le 11 mars 2011, si tu t'en rappelles. Hein. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Fukushima. Puis ensuite, ça a été quelque chose. Hein. On a eu en France tous les attentats en 2015. Est arrivée une conscience unie pour la France avec cette idée « je suis Charlie ». C'est l'idée que
nous sommes unis, nous sommes tous Charlie, et nous sommes unis il y a l'idée vraiment d'une communauté, avec des images qui se sont véhiculées dans le monde entier, hein, donc qui montrent bien que l'image est la France a une position, je dirais, phare au niveau mondial. Et il y a une image magnifique là entre cette fameuse Marianne et puis la Tour Eiffel posée là. Ensuite, j'ai gardé cette image aussi que je trouve intéressante parce que sont arrivés après le fameux. On pouvait espérer qu'il y aurait un changement positif et après 2015 et puis voilà que arrive une nouvelle onde de choc. Commencent les populismes et des avènements du bureau et tous ces êtres-là qui viennent en avant pour vraisemblablement amener du désordre et du chaos pour peut-être qu'on se réveille. Et on en est donc, je vous remets ces cycles pour que vous vous repositionnez dessus. On en est là et on va terminer sur le rôle de la France. Donc, je vais conclure là-dessus sur le rôle de la France et de Paris. Son rôle est assez, je vous ai expliqué d'après moi qu'elle a donné les nouvelles valeurs du Verseau à travers les droits humains. L'âme de la France est Poisson, donc c'est une âme duelle, très séparée. Il y a toujours deux France, il y a toujours comme la droite, la gauche, les royalistes, les républicains. Enfin, vraiment, c'est assez duel. Hein, c'est un pays très duel, mais en même temps, le Poisson, c'est le signe le plus inclusif. Il inclut tous les autres signes, et donc c'est une grande âme, l'âme de la France. Et puis le Poisson, c'est le signe de l'ère, c'est le signe qui correspond à l'ère des Poissons. Et la France, c'est bien la fille aînée de l'Église. La personnalité de la France est Lion. Alors, c'est ce qui amène ce côté fier, arrogant, égoïste, et le côté un peu brillé. Vous voyez, on fait des industries de luxe. Tous les gens viennent passer, toute l'Europe vient passer ses vacances en France au soleil. Et je veux dire, bientôt, on sera le jardin de l'Europe, en quelque sorte. Hein, donc, avec des produits de luxe et autres. Ça, c'est la partie première et brillante du lion. Mais le lion, hein, il est appelé à rayonner. Donc autre chose, si vous voulez, ce qui est important, c'est que selon la prophétie d'Alice Bailey, la France a pour mission de démontrer la réalité de l'existence de l'âme. Donc ça, c'est quand même un projet considérable. C'est-à-dire que, et je vous donne exactement la traduction. Elle dit « Quand l'intellect des Français sera tourné vers les découvertes et l'élucidation des choses de l'esprit, alors il apportera la révélation au monde. Son empire sera l'empire du mental et sa gloire, la gloire de l'âme. » Donc, quand j'entendais hier Juliana nous parler, astrophysicienne, donc à la fois scientifique mais aussi ésotériste, parce qu'elle, c'est une scientifique éclairée par l'ésotérisme. Et donc, elle éclaire l'un de l'autre en permanence, et donc de la source, hein, parce que ésotérisme, c'est à l'intérieur, c'est la source. Je me dis, mais elle est en train de quasiment montrer l'existence de l'âme, mais elle vient parler ici. Hein, sur le chemin, il y a quelque chose. Bon, il y a beaucoup d'êtres qui travaillent là-dessus en ce moment, de scientifiques, mais bon. Et si le rôle de l'Inde, c'était de cacher la lumière, le rôle de la France est de dispenser la lumière. Donc l'Inde nous a caché la lumière pendant des millénaires de manière à bien la préserver, et c'est pour ça que pendant longtemps tout le monde, les hippies en particulier, allaient en Inde chercher cette lumière. Et le rôle de la France est de la dispenser. Et d'ailleurs, si on regarde le rôle de Paris, parce que la France n'est pas libre d'œuvrer telle qu'elle peut œuvrer, elle est tout le temps liée à sa capitale Paris. Et Paris est une entité, hein, d'ailleurs c'est une ville-monde, mais c'est une entité assez particulière. Elle a l'âme vierge et la personnalité capricorne. Alors pour comprendre la personnalité capricorne de Paris, c'est Haussmann et le Paris de Haussmann. Là, vous avez totalement l'image de ce que c'est qu'une personnalité capricorne, c'est-à-dire on détruit tout ce qui ne va pas et on construit à la place selon un modèle triomphant. Et le Capricorne est une personnalité très froide, très dominatrice. Et d'ailleurs, regardez les Parisiens, ils sont froids, ils sont silencieux. Et il y a l'aspect de la personnalité, c'est vraiment Capricorne, c'est cette froideur et cette domination.
Mais l'âme est vierge, donc il faudrait que Paris s'éveille à son âme, de plus en plus à son âme vierge. Et vous savez qu'on dit que Paris, la ville lumière. Or, qu'est-ce que c'est que la Vierge? Ben, pour comprendre le signe de la Vierge, il faut aller chercher la Vierge Marie. La Vierge Marie est une incarnation du signe de la Vierge. C'est-à-dire, c'est elle qui a permis l'incarnation de l'Esprit. Donc, le signe de la Vierge doit permettre l'incarnation de l'Esprit créateur d'une certaine manière. Donc ça, c'est le rôle de Paris. C'est pour symbole donc la Vierge, et c'est pour ça que Notre-Dame est un symbole extraordinaire qui correspond complètement à Paris, puisque c'est Notre-Dame de Paris, et elle correspond à la Vierge. Et donc, vous voyez qu'il y a une évolution qui doit se faire, et normalement, entre l'âme de la France qui est Poisson et l'âme de Paris qui est Vierge, nous sommes dans tout l'axe Vierge-Poisson, qui est un axe qui correspond à l'ère ancienne des Poissons, mais il est dit que le Poisson doit se sacrifier pour que le Verseau arrive. Donc la France doit quelque part amener une lumière, mais se sacrifier, ne pas trop se mettre en avant. Et moi, je pense qu'elle doit beaucoup se sacrifier pour mettre en place l'Europe, justement. Donc, une autre unité plus grande, une entité plus grande, et que ça fait partie de ce sacrifice-là. Et j'ai comme hypothèse que l'Europe pourrait avoir comme rayon le rayon Sainte du Verseau et pourrait être une des premières réunifications de territoires correspondant à l'ère du Verseau. Mais bon, il faut travailler tout ça sur l'Europe. Donc, les symboles de Paris, c'est la Tour Eiffel, comme vous savez, mais vous savez qu'il y a la Statue de la Liberté, et ça, c'est l'idée que la France doit montrer la lumière, et c'est la lumière de la liberté et des droits humains, en fait. Et le grand astrologue indien Parvati Kumar dit, il vient à Paris, j'ai eu l'honneur de faire une conférence avec lui pour parler de l'Inde et de la France, des rôles respectifs de l'Inde et de la France, et il dit que la Tour Eiffel, c'est un centrachna planétaire. Et il dit qu'un peuple comme la France qui se fait un monument comme la Tour Eiffel, c'est parce que pourquoi c'est un centrachna? Parce qu'en bas, vous avez les 4 pieds, donc vous avez le bas du cheval du Sagittaire, en quelque sorte. Puis à mesure que vous montez, on a les trois niveaux, c'est-à-dire le niveau terre, le niveau âme et le niveau esprit. Et il considère qu'un peuple qui se donne comme symbole la Tour Eiffel a vraiment une mission planétaire. Bon, vous savez que la Statue de la Liberté, c'est un Français qui l'a faite. D'ailleurs, ça, c'est la copie qui est à Paris. Enfin, on ne sait pas laquelle est la copie de l'autre. Voilà. Alors, je termine sur les droits humains. Je reviens là-dessus parce que dans la présentation que tu as faite de nos journées, nos journées, elles sont à nous tous. J'allais dire tes journées, mais tu parles de fraternité, tu parles de la mort. Et justement, d'où est venue, puisqu'on parlait de Paris, l'idée de liberté, égalité, fraternité, c'est pas venu tout de suite à la Révolution. C'est venu ensuite, mais c'est venu par la Commune de Paris, ce qui était au moment de la Révolution. Et sur tous les frontons des édifices publics ou des maisons, les citoyens parisiens marquaient unité, indivisibilité de la République. Donc il y a cette idée, si vous voulez, la France, elle a sécularisé les valeurs du christianisme et elle les a les valeurs d'amour du christianisme et de fraternité, et elle les a fait descendre dans les lois communes à tous. Et les citoyens marquaient liberté, égalité, fraternité ou la mort. C'est-à-dire, ils disaient, si nous ne sommes pas libres, égaux et fraternels, nous mourrons. C'est-à-dire, nous devons rester libres, égaux, fraternels jusqu'au bout, sinon nous mourrons. Tu le vois comme ça aussi? C'était ça. Mais on l'entend différemment maintenant. Parce que oui, c'est ça. Voilà. L'état de mort, c'est l'état de la personne, en fait. Voilà. Pour passer à ce niveau-là, c'est-à-dire nous devons... Parce qu'en fait, la fraternité, c'est une traduction de l'amour. On n'a pas osé dire amour, mais on a parlé de fraternité parce que l'amour, on le voyait autrement, mais en fait, c'est de l'amour, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je vous laisse méditer. Là, c'est le peuple invisible qui devient visible, mais il y a dans invisible, j'aime bien dire invisible. Et puis,
ce bateau s'appelle l'Aquarius, ça veut dire le Verseau. Et puis, ce qui s'est passé à Notre-Dame, selon moi, c'est l'annonce de la fin de l'ère chrétienne, la dominante était patriarcale, et le début d'une ère plus fraternelle et féminine. Et Notre-Dame n'en pouvait plus d'avoir cette flèche de plomb au-dessus d'elle. D'ailleurs, elle s'est mise c'est la flèche qui l'a détruite, hein, apparemment. Et cette flèche de plomb avait été faite par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, et à la demande de Napoléon III. Enfin, vous voyez un peu l'histoire. Hein. Donc, c'est la flèche qui a tué Notre-Dame, en fait. Et je dirais que cette éventration de Notre-Dame, c'est une espèce d'ouverture, enfin, une respiration qu'elle se met à prendre dans la vie. Et là, c'est un signe extrêmement important pour Paris, je trouve, et pour la France. Et peut-être on quitte cette ère de patriarcale, de domination. J'ai écrit un article sur mon site à ce sujet, c'est-à-dire que Notre-Dame a été construite sur le lieu de temple déjà donc je dirais des celtiques, et on parle même qu'il y avait des statues d'Isis et qu'il y avait peut-être un culte à Isis. Donc ils s'appelaient les Parisis, hein, tu as raison, les Parisiens. Et donc c'est sur ces lieux-là que et Notre-Dame est la dernière avatar, j'allais dire, quand même d'un symbole du pouvoir romain allié au pouvoir royal, d'une certaine manière. Bon. Il faut quand même aussi le voir comme ça, surtout quand on sait que parce que la flèche est tombée à la Révolution, mais c'est pas les révolutionnaires qui l'ont fait tomber. Alors ils étaient embêtés qu'elle soit tombée et ils ont voulu faire autre chose, et c'est Viollet-le-Duc qui l'a fait. Mais celui qui a parlé le mieux de Notre-Dame, c'est Victor Hugo, puisque lui, il a bien dit que Notre-Dame était un lieu de refuge et d'accueil. Voilà, donc l'ère du Verseau, ça sera plus la forme et le mental, mais la vie et l'amour qui vont régir notre vie. Et la vie et l'amour, c'est les deux rivières du Verseau, dans le symbole du Verseau. Et là, on est vraiment dans ce nouveau paradigme où on quitte l'illusion de la pomme, comme dit Juliana, ou l'illusion de ce monde de la forme et de la personnalité, de la raison et de la domination, et ce monde patriarcal. On est tout le temps, il faut toujours penser en 3 dimensions. Voilà. Donc j'explique que j'ai écrit un livre récemment, plus récemment que celui sur la France, sur l'amour, qui justement montre que c'est le nouveau paradigme. Et puis voilà ce livre-là qui m'a fait venir jusqu'à vous aujourd'hui. Et je suis contente de vous avoir rencontré. Merci. Je me permettrai de faire une toute petite ajoute qui va tout à fait dans ton sens. Il y a un livre qui vient de paraître qui s'appelle « La France contre l'Europe ». C'est écrit par le président de la Fondation pour le progrès de l'homme à Paris. Et il dit en 2 mots qu'il faudrait que, si on avait une Europe politique, c'est-à-dire un vote à majorité, il faudrait qu'on puisse de temps en temps mettre la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie en minorité pour prendre des décisions. Parce que ce qui nous bloque, c'est l'unanimité. Il y a toujours un État qui n'est pas d'accord et donc on ne peut pas avancer. Et s'il y avait ce vote à majorité, ce qui se passerait probablement, c'est qu'on imposerait à l'Allemagne de créer des bons du Trésor européen à 1%, ce qui aurait permis aux Grecs de passer à travers la crise, ce qui permettrait aux Italiens de sauver leurs banques, etc. Et il est possible aussi que la France serait cordialement invitée par les autres États membres à donner à l'Europe son siège aux Nations Unies et à partager son bouclier nucléaire avec l'ensemble, ce que demandent les Allemands, avec l'ensemble de l'Europe. À ce moment-là, tout d'un coup, l'Europe pourrait commencer à avoir une politique de défense et une politique extérieure forte. C'est cette idée de sacrifice. Mais ça suppose évidemment un sacrifice.
Oui, sortir du Capricorne, et l'Allemagne, et puis la Pologne, il faudra qu'on lui impose aussi une politique de migration, et c'est fini. Mais ça ne se fera pas facilement, il faut pour ça le vote à majorité simple ou qualifié. C'est cette idée, tu as raison, c'est cette idée de sacrifice. Je pense que la France du poisson, elle a été d'ailleurs co-créatrice de l'Europe, hein, donc, et l'idée d'Europe vient beaucoup de la France. Donc il y a quelque chose à passer du poisson au Verseau, il y a quelque chose à sacrifier tout le temps. Donc il y a un sacrifice, ça peut venir de cela sacrifier. De toute façon, l'Europe est aussi actuellement aussi, comment dirais-je, empêchée que l'ONU. C'est-à-dire les valeurs fondatrices sont là, mais on ne peut pas les appliquer. On laisse noyer les migrants parce qu'on peut pas. Enfin bref. Donc en fait, mais je crois que comme le Verseau c'est le rayon 7, quand je suis dans une assemblée comme ici aujourd'hui, je me dis mais finalement c'est peut-être l'Europe se fera peut-être par le bas aussi, par des citoyens qui sont en train de créer d'autres formes. Parce que les citoyens du haut, ils sont tout le temps dans des querelles paternalistes, hégémonistes, et y compris le vote majoritaire, tu vois, ça peut encore entraîner des problématiques paternalistes. Et donc le pouvoir, tant qu'on a une vision paternaliste du pouvoir, je crois qu'on est coincé. Non ? Oui, il y a une autre vision par les rishis indiens dans un livre qui n'est qu'en allemand, et qui dit que l'Europe va continuer, mais de manière subsidiaire, c'est-à-dire à partir de la base, et s'étendre jusqu'à Vladivostok. Donc inclure la Russie, inclure un tout autre concept de défense, etc. Mais bon... Mais l'Europe si vous avez vu, l'Europe des citoyens existait avant que l'Europe des institutions existe, puisque à la Renaissance, les connaissances. Regardez, à la Renaissance, c'est Galilée un Italien, Copernic un Polonais, Kepler un Allemand et Newton un Anglais. Donc, je veux dire, les valeurs. Bon, j'ai pas eu le temps quand j'ai le temps, je montre ça. C'est-à-dire que l'Europe existait déjà. C'était l'Europe des Lumières aussi, hein, qui est venue à travers des. Donc, il y a tout un cheminement comme ça. Merci Fanchon pour ta présentation. Moi, je voudrais juste revenir un petit peu sur la méthode, sur la façon dont tu as travaillé. Parce que là, tu fais les cycles, ils apparaissent en lien avec ces deux planètes, c'est ça ? C'est des cycles de 3 planètes. C'est les cycles de 3 planètes transpersonnelles, Pluton, Neptune, Uranus. Donc on associe Pluton-Neptune 500 ans, Uranus-Neptune 164 ans et Uranus-Pluton 138 ans. Et parce que les autres planètes, elles n'ont pas d'influence du coup sur... Si, mais bon, je veux dire, les autres planètes, les transpersonnelles, c'est de l'inconscient collectif. Donc, elles agissent au niveau des grandes entités que sont les nations. Voilà, non, c'est ça. C'était pour repréciser ça. Parce que si tu veux, nous sommes une nation, c'est une grande entité collective. Il y a une âme des nations, hein, donc on le dit. Enfin, lisez La destinée des nations d'Alice Bailey. Il y a une âme de chaque nation, et donc les âmes sont, elles œuvrent avec des planètes transpersonnelles qu'on a découvertes depuis la Révolution française. D'ailleurs, Uranus a été découverte juste avant la Révolution, Neptune en 1848 et Pluton en 1930. Et donc, je travaille avec les cycles de ces 3 grandes planètes. Mais ça, c'est très nouveau, en fait, parce que bon, c'est aussi depuis qu'on a des ordinateurs qu'on peut travailler comme ça. Tu vois, tu veux le revoir Oui, non, c'était juste pour repréciser, oui, par rapport à quelle planète était concernée, parce que je n'avais plus en tête. Oui. Vous voyez, les planètes concernées, le cycle Pluton-Neptune, c'est vrai que c'est petit, là. Le cycle Pluton-Neptune, c'est le grand cycle qui donne un scan de 500 ans de mini-civilisation. Puis là, vous avez c'est ça, celui-ci, là, les 500 ans. Et puis, vous avez un cycle, donc, de Uranus-Pluton qui est rouge, qui est petit, et un plus grand cycle, Uranus-Neptune. L'Europe est marquée par Uranus-Neptune. Uranus-Neptune, qui est un cycle... mais le problème, peut-être que c'est dans la création de l'Europe, il y a Neptune, et Neptune correspond à l'ancienne entité. Je crois que l'Europe a été créée encore selon
une vision très poisson et très idéaliste du poisson, et il faudrait repartir dans quelque chose de plus rayon 7 et plus concret. C'est-à-dire par en bas. De toute façon, c'est en train de se faire, hein, par les créatifs culturels dont tu parles. Oui. Quel est le sens que vous donnez au zodiaque qu'a fait inscrire Mitterrand sur le toit des tours de la Défense? Il a fait ça, Mitterrand? Alors il suffit de voir pour tout le monde Google Maps et de voir par-dessus avec la photo satellite, et il y a le zodiaque. Ah, c'est bien. Absolument bien dessiné. Et après, le Buren aussi n'est pas, paraît-il, absent du côté ésotérique de Mitterrand. Doute, hein. Mais le zodiaque je suis étonné que vous ne le sachiez pas, des tours de la Défense, c'est tout à fait stupéfiant. Ah, c'est chouette ça, merci, c'est une belle information. Je vais le rajouter. Non, mais parce que ça fait partie de l'œuvre de la France. Hein. Enfin, au niveau, le rayon de la France, c'est le rayon 5 de la connaissance concrète et des savoirs. Donc la France a vraiment amené à connaître le plus de choses possible. Merci de l'info. Pardon, d'abord quelqu'un derrière. Bonjour, merci. Je voulais avoir une précision sur les interférences entre les âmes individuelles et les âmes de la nation. C'est difficile, hein. C'est comme si tu considères, je pense que si tu veux, au lieu de on se leurre quand on crée des organismes, des organisations, on ne se rend pas compte que c'est des organismes. Une nation, c'est un organisme collectif. Et nous sommes les cellules de cet organisme-là. Tu comprends? Donc, alors, à la fois c'est physique, mais c'est aussi, comme tout être individué, il y a physiquement les individus, l'entité, chacun de nous. Et nous-mêmes, on est mus par des planètes collectives. Hein. D'ailleurs, moi, quand je fais le travail sur un thème individuel, je rentre pas par le soleil, je rentre par les planètes collectives, pour voir de quelle génération il est. C'est-à-dire, chacun de nous, on fait partie de certaines générations et chaque génération a un but. Et pour autant qu'une nation a un but, chaque génération a un but dans le but collectif. Donc, on est une partie d'un tout. Si tu veux, il y a toujours le grand tout, c'est l'humanité. Mais l'humanité, c'est le tout humain, mais il y a la terre qui est le tout de l'humanité, plus du minéral, du végétal, de l'animal. Et puis ensuite, il y a l'univers. Et chaque fois, si tu veux, on est des entités, c'est inclus les unes dans les autres. Le nouveau paradigme est inclusif. C'est-à-dire, il n'y a pas de séparation. En fait, il n'y a pas de séparation entre les individus et la nation. Oui, enfin, moi j'avais quand même une question derrière ça, c'est-à-dire que est-ce que les âmes des nations se réincarnent de la même manière ou pas? Parce que on s'arrête à la frise, bah oui, on s'arrête à la frise, de Rome, mais si on va dans l'Antiquité, si on va dans l'Égypte antique, etc. Comment est-ce que l'âme d'une nation ne meurt pas tant que la nation non, mais est elle pas peut se morte. transformer, ou enfin La civilisation peut mourir, mais pas l'âme. C'est nous qui recyclons l'âme de la nation. C'est nous. Donc il y a bien une relation entre l'individu et oui. Pendant l'époque de l'occupation, si tu veux, la nation française, il y avait une partie, là, j'en parle beaucoup dans mon livre, il y a une partie qui était en France, qui collaborait, qui était pétainiste, et ça, une partie de l'âme de la nation qui était prisonnière des êtres, qui étaient collaborateurs, et il y avait une partie de l'âme de la nation qui était réfugiée à Londres avec De Gaulle, et avec les résistants qui l'incarnaient. J'ai du mal à l'exprimer, mais elle s'incarne à travers les êtres selon la lumière qu'ils portent. Et donc, il y a une partie lourde de la nation et noire, et il y a une partie lumineuse de la nation, et c'est nous, c'est les êtres qui... Je veux dire, quand Mirabeau s'est mis à parler, il a parlé au nom de tout un collectif, qui était le fruit de tout le travail du siècle des Lumières, du travail de Voltaire, de Rousseau, de tous ces êtres-là. Et de Bacon, etc. Donc, en fait, à un moment donné, les êtres... si tu veux, moi, ce que j'ai compris, par exemple, quand on m'a dit d'écrire ce livre, je peux le dire maintenant parce que je le sens très, très humblement comme truc, mais on peut être un instrument à un moment donné de quelque chose. Il faut juste accepter humblement d'être un instrument. Nous sommes tous des instruments. Et les êtres humains sont l'instrument. C'est pas par hasard qu'on s'incarne en France et en ce moment de l'histoire. Ça, dans un thème natal, c'est très clair.
Ou en Belgique, hein, pardon, tous, on n'est pas tous incarnés en France. Mais enfin, vous êtes francophone quand même. Hein. Peux-tu nous préciser du coup la différence qu'il y a, enfin, en quoi réside la différence entre le zodiaque dit tropical et le zodiaque dit sidéral? C'est un serpent de mer, je sais, hein, mais enfin, c'est l'occasion de lui tordre le cou à celui-là aussi. Non, mais si tu veux, c'est un truc... Attends, il faut que je revienne au début. Oui, si tu veux, le zodiaque tropical, ça vient, c'est le zodiaque autour de c'est les maisons, c'est celui qui est autour de la Terre. C'est un zodiaque mathématique. C'est-à-dire, tu prends la Terre comme centre et tu mets autour 360 degrés et puis tu découpes les 360 degrés en 12 secteurs et ça, tu as le zodiaque tropical. Donc ça correspond aux maisons au niveau astrologique et ça parle de la manifestation. Et puis le zodiaque sidéral, c'est le zodiaque des constellations. Et donc il y a un décalage qui s'opère entre l'un et l'autre et il recoïncide tous les 26 000 ans. Ça, c'est dû à la précession des équinoxes. Alors, je ne sais pas comment revenir au début, parce que s'il me faut refaire tout, mais c'est le cycle de précession des équinoxes. Donc, c'est en fait, quand les astronomes ou les astrophysiciens, mais quand les astronomes nous critiquent les astrologues de ne pas utiliser, on l'utilise pleinement. On utilise ce décalage comme c'est le premier grand cycle existant. C'est le décalage entre le zodiaque de la Terre et le zodiaque du ciel. Et tous les 26 000 ans, il bouge. Et d'ailleurs, nous changeons d'étoile polaire. Dans 6 000 ans, nous aurons comme étoile polaire Vega. Donc, en fait, tout bouge tout le temps. Je ne sais pas si je vais en arrière ou en avant. Alors, la difficulté, où est le zéro? Et c'est pour ça que, si vous voulez, ce qui était intéressant dans l'astrologie maya, c'est que nous, on ne sait pas où mettre le zéro. On pourrait, le zéro, si vous voulez, avec les événements sources, on n'est pas loin. Est-ce qu'on met le zéro comme on l'a fait pour dire que l'an zéro, c'était la naissance du Christ ou le démarrage du christianisme? Bon, là, on a une approximation par rapport à l'ère des poissons. Mais le point originel, il est difficile à déterminer. Et les Mayas, eux, ils en avaient un, ils mettaient 2012 comme un point de finitude, de fin et de début d'autre chose. Donc si on met 2012, on pourrait dire que 2012 était le début de l'ère du Verseau. Pourquoi pas? Tu l'as là, le cycle de précession des équinoxes. Tu vois? C'est-à-dire que l'axe, le pôle nord terrestre, décrit tous les 26 000 ans, tout un tour. D'ailleurs, là, en ce moment, l'étoile polaire est celle-là, et dans 6 000 ans, ça sera Vega. Donc, en fait, c'est le premier grand cycle, c'est la grande année platonicienne. Tout simplement, ouais. Tu vois? Tout simple. Ça marche, merci. Est-ce que vous avez une explication sur le fait que le lion et le cancer soient inversés sur le zodiaque de Notre-Dame? Ils sont inversés? Oui. Bon, qu'est-ce que vous en savez? Des choses formidables. Ouais, on va faire un pot là d'informations. Non. Ça signifie quelque chose, non? Il y a un zodiaque à Notre-Dame? Oui. Non. Je n'arrivais pas à rentrer dans Notre-Dame quand j'étais à Paris, je restais dehors, mais peut-être que maintenant j'y rentrerai quand on pourra y rentrer. Mais je ne l'ai pas vu, non. À l'entrée, sur le fronton de face, pas la peine de rentrer dedans en fait. Le zodiaque, c'est un repère universel, hein, de toute façon. Alors je ne sais pas pourquoi le lion et le cancer seraient inversés. Je ne sais pas. J'ai une autre question, si je peux. On dit que le dernier déluge sera un déluge de feu, et donc on passe inévitablement à une guerre nucléaire. Et le fait que les bombes atomiques soient faites d'uranium et de plutonium, c'est-à-dire Uranus-Pluton, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un lien avec l'air? Ben oui. Ben, c'est évident que si tu veux, je disais que le rayon 7 du Verseau, que dans l'ère du Verseau, c'est Pluton et Uranus. Et donc, le fait qu'on ait découvert l'énergie nucléaire et qu'on sait qu'il faut enrichir, on enrichit le plutonium avec de l'uranium, ou l'inverse, je ne sais pas lequel enrichit l'autre, mais ce qui est sûr, c'est que c'est évident que d'avoir trouvé cette fonction-là, ça veut dire qu'on est vraiment dans le nouveau paradigme du Verseau. Alors, est-ce que le nouveau déluge sera de feu? Je ne suis pas si sûre que ça sera du feu. Parce que le feu, au niveau symbolique, c'était à la Révolution française. Là, on rentre dans 200 ans de cycle de Saturne. Il y en a qui parlaient des générations. Au niveau de génération, on prend le cycle Saturne-Jupiter.
Et on commence en décembre, le 21 décembre 2020, on commence un cycle de 200 ans comment dirais-je, de cycle Saturne-Jupiter dans les signes d'air. Et c'est pour ça que j'explique qu'on a des grands cycles de 800 ans aussi avec Saturne, les cycles de Saturne-Jupiter. Ils ont lieu pendant 200 ans dans le feu, dans l'air, dans la terre ou dans les feu, eau, air, terre. Et là, on termine 2 siècles de cycle Saturne-Jupiter dans la terre, qui explique qu'on était vraiment une civilisation, on était arrivé au summum de la matérialité, et commence l'année prochaine 200 ans de cycle d'air. Et la dernière fois que les cycles d'air ont commencé, c'était la construction de Notre-Dame. C'est-à-dire c'était le gothique qui exprimait un peu plus d'aérien par rapport au roman qui était assez terre. Donc je ne sais pas si le prochain cycle sera de feu. C'est plutôt l'air qui pourrait être atteint et la pollution ou quelque chose comme ça. Mais à mon avis, plus l'air que le feu. Mais je n'ai pas répondu à tout. Hein. On entend parler d'une prédiction de Chico Ravier pour 2020. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? De qui? Chico Ravier. Xavier. Non. Mais 2020, si vous voulez, en cette année 2019, on termine quelque chose, on prend conscience de terminer quelque chose, parce qu'en 2020 commence un nouveau cycle justement je suis en train d'écrire un livre sur cette question parce que j'ai pas fini la question des cycles, c'est énorme. On commence un cycle de Saturne-Pluton en janvier 2020 et un cycle de Saturne-Jupiter en décembre 2020. Et là, on passe vraiment alors, est-ce qu'on va arriver à passer à un nouveau paradigme? Les élections américaines seront déterminantes pour savoir si ça décolle, comment ça décolle ou pas. Ça sera une manière de s'en rendre compte. Mais on termine quelque chose en 2019. En ce moment... Il semble que tu as parlé sur ton site que d'ici décembre, il pourrait y arriver, et ça correspondrait à la prédiction de ce monsieur. Tu as parlé d'une crise économique. Oui, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment va venir la crise, mais c'est forcément si vous voulez, c'est la crise de l'économie plus qu'une crise économique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, les deux. C'est de ça dont il est question. C'est-à-dire que l'économie correspond à l'ancien paradigme de l'ancienne, comment dirais-je, de la Renaissance. Et le nouveau paradigme qui est en train d'émerger, on ne l'a pas encore formulé, il est écologique. C'est pour ça qu'on parle de crise climatique. Parce qu'on n'a pas encore... Alors, est-ce que ça passe par un effondrement de la finance? Hier, comme Juliana nous disait que la finance, c'était illusoire. Alors, peut-être qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'on se rende compte qu'on peut s'en passer. Et que peut-être qu'il faudra une crise. Mais si tu veux, moi, je ne travaille pas sur je travaille pas sur les prédictions, je ne suis pas prophétique, je sais qu'on est en train de prendre conscience que l'économie est une manière réductrice de voir le monde, et c'est voir le monde dans la pomme, et pas voir le monde dans ce qu'il est, dans le cœur et dans l'amour, en fait. Mais tu as raison, hein, Mais écoute, Marc, ça fait combien de temps qu'on parle de la crise économique? Moi, je l'attendais en 2012. Et je l'espère. Alors, on l'espère parce qu'on aimerait que la crise économique nous fasse tout tomber. Mais ce système-là, il ne va pas s'effondrer tout seul de lui-même. Hein. Il résiste fort quand même. Hein. Mais ça serait possible. Alors là, maintenant, ça pourrait être entre maintenant et janvier. Mais... Bon, bah... De toute façon, comme tu l'as dit au début, on n'a pas de date, il n'est pas utile de chercher à savoir ce qui se passera ou pas. Moi, je travaille après coup, quoi. Si vous voulez, je regarde et j'observe et j'étudie. Et puis, parce que prévoir, on ne travaille que sur les peurs quand on prévoit. Exact. Et je ne trouve pas ça très intéressant. Mais parce qu'il est en train de se passer quelque chose de très puissant, c'est qu'on est en train de vraiment voir le monde autrement et le voir par la conscience et sans doute par la matière blanche. Voilà. Bon, merci. Allez, on fait une courte pause.